parce qu'elle a été augmentée par Oui, Emmanuel Macron on en est décembre d'accord, dernier. sauf que le SMIC, si vous voulez, ça concerne 10% des salariés. Mmh. Donc à un moment donné, si vous voulez vraiment répondre au malaise précisément de cette France du milieu qui travaille, il va falloir peut-être avoir une stratégie de baisse générale des impôts qui ne soit pas toujours des baisses, ciblées en réaction à une actualité ou à une Alors contestation. pour être très clair, il ne faut pas simplement baisser les impôts des classes moyennes inférieures et des plus modestes. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut une stratégie globale. Oui, mais quand tu as une Pourquoi- stratégie alors, je vais globale, vous dire pardon, moi pourquoi j'entends, Emmanuel il faut Macron- baisser les impôts pour tous, y Oui, compris pour les plus aisés. Exact. Non, mais pour tout le monde, de toute façon, Pour il y tout a le monde, y aujourd'hui, compris les de plus fait, aisés. mais le problème, pourquoi Emmanuel Macron a été à ce point attaqué au moment de l'ISF en réalité, De la suppression de l'impôt sur la fortune pour le Exactement. transformer en impôt sur la fortune immobilière. Exactement. Donc de fait, oui, il a modifié le système pour permettre qu'une partie, en effet, des actifs soit sortie du calcul. Alors déjà, on aurait pu discuter des modalités. Bon, en soi, je ne suis pas contre qu'on baisse l'ISF. J'aurais préféré que ce soit sur la partie patrimoniale plutôt sur les actifs financiers, parce que ça m'aurait paru plus cohérent. Mais finalement, c'est assez cohérent avec ce qu'il veut. Le problème, c'est que commencer par ça, alors qu'il y a déjà tellement de Français qui ont mal à boucler les fins de mois et qui n'arrivent plus à payer leurs impôts, évidemment que ça allait braquer les Français et qu'ils n'allaient pas comprendre. On est une fois de plus sur cette fameuse habitude de diviseur qui consiste à faire de la politique catégorielle en fonction de stratégies électorales, en se disant de toute façon, moi, mon électorat, c'est celui-ci, donc je vais aller le chercher, le favoriser, au détriment de Et tous donc les vous autres. feriez quoi? La grande mesure économique que vous appelleriez de vos voeux, c'est quoi? Non, mais donc, de fait, la première des choses pour tous ces Français qui travaillent, ça va bien sûr passer par la question de la progressivité de l'impôt sur le revenu, ça va passer par l'élargissement de l'assiette, de fait, puisque le consentement à l'impôt, ça passe par le fait aussi que tout le monde Pour que puisse tout le monde participer. paye au moins un peu. Et oui, mais de manière, même si c'est de manière symbolique, mais en tout cas que voilà, ce consentement Vous à souhaitez l'impôt, l'impôt dès il le soit premier partagé. euro de revenu. Et ce qui est surtout important, c'est la baisse des cotisations sociales, salariales, mais aussi patronales. Mais pour ça, encore faut-il avoir Pour une que le travail vraie paie. démarche de réduction des dépenses publiques. Or, c'est là où Emmanuel Macron, met une escroquerie économique extraordinaire. Et c'était déjà le cas quand on lisait son livre humblement titré Révolution. Oui. Son livre-programme avant la campagne présidentielle. Exactement. Il était arrivé aux affaires avec paré de cette crédibilité du monde privé, voilà, qui devait l'amener à être un bon gestionnaire. Et on voit bien qu'il n'a jamais eu l'intention de remettre structurellement à plat les dépenses de l'État. Pour ne prendre qu'un exemple, même la question syndicale, du financement des syndicats aujourd'hui, qui est un non-sens économique avec des syndicats qui ne sont plus représentatifs et qui coûtent des fortunes, ça n'a jamais été mis à plat par le président de la République. Donc il faut quoi? Supprimer le financement des syndicats? Alors, en tout cas, on peut quand même être interpellé par le fait qu'aujourd'hui, les syndicats ne vivent pas en réalité de leurs cotisations, des adhérents qui sont censés représenter, mais de l'argent public en réalité. Je voudrais Donc, revenir c'est sur quand même un sujet. Marie Margelle, une phrase qui avait été prononcée par Gérard Collomb Oui. au moment où il a quitté la place Beauvau. Oui. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Depuis tout à l'heure, quand je vous écoute, cette phrase, je trouve, est assez prégnante, en filigrane dans ce que vous dites. Est-ce que vous lui donnez une signification économique? Est-ce que vous lui donnez une signification civilisationnelle? Pour vous, à quel niveau on vit aujourd'hui, potentiellement face à face, les uns contre les autres? Il n'y a a priori aucun doute sur le contenu de cette citation. Enfin, je veux dire, Gérard Collomb parlait évidemment sur le plan civilisationnel. Et c'est pas le premier d'ailleurs, puisque souvenez-vous de François Hollande, qui dans les confidences de son livre Entretien, un président ne devrait pas dire ça. Avec Gérard Navet et Fabrice Lhomme. Exactement, disait qu'il ne savait pas comment il pourrait dorénavant enrayer la partition. Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire quand même demain, la partition du territoire? Quelle signification vous dites qu'on va quoi? Vers la guerre civile? Où est-ce que vous poussez la logique? Écoutez, alors déjà, c'est quand même amusant que ce soit un président de gauche socialiste qui l'ait dit, et Gérard Collomb, qu'on ne connaît pas, pour être vraisemblablement un Et vous proche du pensez que ça nous mène Alors où? moi, ce que je crois, et ça c'est une réalité, et c'est pour ça que je pense que la question identitaire, sur laquelle vraisemblablement François-Xavier Bellamy, entre autres, n'a pas assez été clair, certainement, c'est que la question de l'immigration, le compte à rebours démographique a commencé. Voilà. Alors le terme grand remplacement, évidemment, est l'objet de toutes les interprétations. Mais pour vous, c'est ce qui se produit. Mais oui, on est en train d'assister à un grand basculement démographique qui est particulièrement significatif quand on recoupe les données, notamment cette fameuse donnée de Jérôme Fourquet, qui explique qu'aujourd'hui, 18% des naissances sont des prénoms d'origine arabo-musulmane. En 2016, effectivement, pour les garçons, c'était des prénoms qui étaient rattachés à l'ère arabo-musulmane. Même si on rappelle que c'est
une classification qui lui est propre, qui lui est personnelle. Oui, mais enfin, en l'occurrence, il s'est basé sur des statistiques officielles d'organismes. Par exemple, juste un point sur le prénom, ce qui est très intéressant. Il y a quelques semaines, il y avait une polémique parce que Éric Zemmour, dans une émission de télévision, s'en était pris à une chroniqueuse de télévision qui s'appelait Absatoussi. Et il lui avait dit: votre mère a eu tort de vous appeler ainsi, elle aurait dû prendre un prénom du calendrier et vous appeler Corinne, par exemple, ça vous irait très bien. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. S'appeler Absatou, par exemple, c'est une insulte à la France ? Oui, bon, je crois qu'Éric Zemmour avait été en effet un peu véhément sur la forme, ça c'est indéniable, parce qu'après tout, cette femme n'était pas responsable du prénom qu'on lui avait donné, bien évidemment. Mais sur le fond, il pose un vrai sujet, il pose le sujet de la question de l'assimilation. Voilà. Le sujet de la question de l'assimilation, c'est-à-dire demain, est-ce qu'on peut exiger de personnes qui viennent vivre sur le territoire, prendre la nationalité, bénéficier des extraordinaires avantages que nous avons dans ce pays, exiger d'eux qu'ils abandonnent une part d'eux-mêmes, ou en tout cas ils la cantonnent à la partie privée, pour faire peuple avec nous, c'est-à-dire... Mais concrètement, vous souhaiteriez qu'on oblige tous les enfants à porter un prénom de calendrier ? Au-delà d'obliger, je veux dire, ça devrait être naturel en réalité. Voilà, ça devrait être naturel parce que le prénom, c'est un des marqueurs évidemment qui est la démonstration d'une démarche d'adhésion affective à un peuple. Le problème, si vous voulez, c'est que moi je crois au principe de l'assimilation. Je pense parfaitement qu'on peut être d'origine étrangère et devenir français et adhérer à la culture française. Mais il y a deux conditions à l'assimilation. Déjà, pour s'assimiler, il faut s'assimiler à quelqu'un. Déjà, et pouvoir s'assimiler à ce quelqu'un, encore faut-il vivre avec. Or, quand vous avez des territoires entiers où des populations d'origine immigrée ne sont pas confrontés ou très peu à des Français, disons, autochtones, des Français de souche, puisque de fait il y a une communautarisation, ils ne risquent pas de s'assimiler à quelqu'un. Ensuite, pour ça, il faut s'assimiler, une fois que vous êtes confronté à ce quelqu'un, si tant est que vous le soyez, encore faut-il s'assimiler à quelque chose. Voilà. S'assimiler à quoi ? À partir du moment où vous avez une élite politique qui passe son temps à expliquer qu'il n'y a pas de culture française, c'était la déclaration d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, que si tant est qu'il y en ait une, elle est à condamner, à critiquer, qui s'enferme dans la repentance. Il veut détruire la France, Emmanuel Macron ? Non mais détruire la France, c'est un bien gros mot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne croit pas à l'échelle nationale. Il n'y croit pas sur le plan civilisationnel, puisqu'il l'a affirmé lui-même par ses déclarations. Il se permet de... Je le rappelle, ça me rappelle cette anecdote, quand il avait dit, enfin anecdote si tant est qu'on puisse dire ça, quand il avait expliqué que nos arrière-grands-parents étaient des criminels, hein, puisque la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc il n'est manifestement pas fier de cet héritage-là, et il ne croit pas à l'échelle nationale comme arme politique efficace dans le cadre des grands ensembles géopolitiques actuels. Voilà. Donc à partir de là, je ne sais pas s'il cherche à détruire la France, en tout cas rien des décisions qu'il ne prend ne semble aller dans la défense de son intégrité. Je voudrais qu'on parle de l'Europe également, Marion Maréchal. On a commencé cette élection en disant qu'on était une semaine après les élections européennes. On rappelait tout à l'heure que le Rassemblement national et la liste de Jordan Bardella sont arrivés en tête. Votre parti, quand vous étiez député, défendait la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au nom du pragmatisme, nous dit-on. Vous, quelle est votre position à vous ? Est-ce que la France doit sortir de l'Union européenne et de l'euro ? Alors, je nuance un petit peu ce que vous dites, puisque à l'époque, le Front National proposait la sortie de l'Union européenne si tant est qu'il n'ait pas obtenu gain de cause sur un certain nombre de choses qu'il souhaitait négocier auprès de l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne l'Union européenne, déjà, pour rappeler un peu, parce que c'est important de poser le débat sur le rapport de force qui est le nôtre au sein des instances européennes. Aujourd'hui, avec la sortie du Royaume-Uni, la France, c'est la deuxième économie de l'Europe. C'est la plus grande armée européenne, la seule qui est capable de se projeter seule en opération extérieure. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, si tant est qu'on ne donne pas ou qu'on ne partage pas notre siège avec l'Allemagne. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais enfin, on n'est jamais à l'abri d'eux. Hein, quand on voit des trahisons comme Alstom, on se dit que là-dessus, voilà. On est quand même un pays qui est présent sur les 5 continents, deuxième zone économique du monde, avec une frontière. La plus grande est avec le Brésil. On est une grande puissance d'Amérique latine. Enfin, je veux dire, on a un rôle inédit. Pour vous préciser ça, pour vous dire là où je veux en venir, c'est qu'avec cette force de frappe-là, il n'est quasiment jamais arrivé qu'un texte européen soit adopté sans l'aval de la France. Ça veut dire que la servitude est toujours volontaire. Donc ça veut dire qu'on peut très bien y rester. Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, jusqu'ici, la France n'a pas usé du rapport de force nécessaire pour pouvoir imposer une nouvelle vision de l'Europe, ou en tout cas appeler à sa réforme qui serait la bienvenue. Parce que vous voulez dire, on s'est laissé imposer des textes. On s'est laissé imposer des choses, on a même été parfois à l'origine de ces choses-là, puisqu'il faut savoir quand même que l'euro, c'est la France qui a plaidé pour. C'est elle qui le paye le plus durement aujourd'hui avec l'Italie.
parce que c'était une monnaie mal conçue, mal pensée et pas du tout adaptée. Donc vous soutenez ce revirement du Rassemblement national qui a changé d'avis sur cette question? Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a en tout cas des étapes intermédiaires indéniables et qu'on n'a pas encore explorées. Un autre exemple, mais qui est assez édifiant, le modèle des institutions européennes est assez bien calqué sur le modèle et l'usage à la fois de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ce qui fait que ces deux pays, pendant très longtemps, ont particulièrement bien manœuvré à l'intérieur. Ils ont su identifier les 50, 60, 100 postes clés dans les institutions et y placer ou des Britanniques ou des Allemands pour pouvoir influencer évidemment les politiques européennes. Les Français n'ont jamais fait ça, ils en ont même été parfaitement incapables. Voilà. Ils n'y ont même pas pensé, ils n'ont pas de stratégie pour défendre leurs intérêts. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont défendu leurs intérêts. Les Allemands ont défendu leurs intérêts parce qu'eux, ils croient à leur nation et ils ont envie de défendre leurs intérêts. La France, elle, en tout cas ses élites, depuis maintenant 20 ans, la seule chose qui l'obsède, c'est de mourir pour une utopie, voilà, qui est celle de l'Union européenne fédérale. La France adore mourir pour des idées, même si ça implique de sacrifier l'ensemble de ses atouts, de ses savoir-faire et de subir une véritable colonisation économique. Je vous disais tout à l'heure que le Rassemblement national était arrivé en tête, mais quand on regarde les Italiens, la Ligue est arrivée en bien meilleure position encore. 10 points largement au-delà du Rassemblement national et encore. Pourquoi est-ce qu'en Italie, la Ligue est plus forte que le Rassemblement national en France ? Bon, déjà, je pense que ça tient à plusieurs choses. C'est vrai que la Ligue est au pouvoir déjà, est au gouvernement. Ça tient beaucoup aussi au mode de scrutin, parce que nous sommes dans des modes de scrutin parmi les moins démocratiques de l'Union européenne. Donc il ne faut quand même pas s'étonner qu'ils ont favorisé pendant longtemps le bipartisme, et ça en arrange bien encore certains aujourd'hui. Et donc à partir de là, c'est vrai que quand vous avez été aux affaires, que vous avez tenu des régions, comme ça a été le cas de la Ligue, c'est plus facile derrière, bien sûr, de transformer l'essai. Je pense que c'est pas parce que Matteo Salvini est meilleur que Marine Le Pen. Je pense que Matteo Salvini a pu faire la démonstration qu'il tenait ses promesses le temps où il a pu exercer son ministère, et donc les Italiens mécaniquement lui ont fait confiance. Voilà. Ce qui est intéressant en tout cas dans ce qui est en train d'advenir, c'est que des forces précisément comme celle de la Ligue, qui sont pour la refonte de l'Union européenne vers un meilleur respect des intérêts nationaux, sont en train de se développer dans beaucoup de pays, et en particulier les pays que j'appelle les contributeurs nets, c'est-à-dire les pays qui bénéficient le plus à l'Union européenne, donc qui ont le plus de poids. Et donc c'est très prometteur pour l'avenir, parce que ça signifie que demain la France pourrait envisager non pas un rapport de force seul face à l'Allemagne, mais un rapport de coalition gouvernementale. Donc un nouveau couple franco-italien contre le couple franco-allemand, pour le remplacer. Mais ça ne pourrait pas être qu'avec l'Italie. En tout cas, ça pourrait être la France, pourrait être le porte-voix de convergence de contestation, qu'elle soit d'ailleurs économique, sociale ou identitaire, parce que c'est quand même le sujet majeur aujourd'hui, pour avoir un rapport de force intelligent avec l'Allemagne, qui est urgent parce que, je vous donne un exemple, et je reprends d'ailleurs un argument qui a été développé par Éric Zemmour sur LCI, qui disait, quand on parle de l'Union européenne, on nous dit en permanence, oui, mais c'est quand même mieux l'Union fait la force, c'est mieux que seul. Évidemment, présenté comme ça, c'est une évidence, on est toujours plus fort ensemble que seul. Néanmoins, pour être plus fort ensemble, encore faut-il tirer la corde dans le même sens. Or, le problème aujourd'hui, c'est que, pour vous donner un exemple très concret sur le TAFTA, qui avait été développé lors de ce débat, donc le traité de libre-échange avec les États-Unis, l'Allemagne est pour ce traité de libre-échange parce qu'elle n'a qu'une seule peur, c'est de subir des mesures de rétorsion avec l'augmentation des taxes sur ces voitures exportées aux États-Unis. Parce que l'Allemagne vit des exportations. Et évidemment, face à cela, l'Italie et la France n'ont qu'une peur, c'est que ce traité de libre-échange soit signé, parce que évidemment, ça ajouterait une nouvelle concurrence déloyale et frontale, non seulement à l'égard de notre industrie, mais aussi de notre agriculture. Quand je vous écoute, Marion-Maréchal Le Pen, ça fait 3 quarts d'heure qu'on échange. Vous avez des réponses sur tous les sujets. Vous avez manifestement réfléchi à toutes les problématiques. Non, mais je m'intéresse à l'état de mon pays. Mais c'est pas une critique, simplement je vais au bout de la phrase. Il y a beaucoup de personnes qui se sont également posé la question, en sachant que vous alliez participer à cette émission, de savoir si c'était votre retour. Est-ce que ce soir, Marion-Maréchal, vous faites votre retour ? Non, je ne fais pas un retour, parce que je sais que ça a été beaucoup scénarisé, et j'en suis un peu mal à l'aise, parce que je ne cherchais pas à faire une émission tonitruante autour de ma personne. Tout ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que moi, ça